Je ne voudrais pas non plus que nous nous attardions sur des questions idéologiques. Ce n'est pas ça la préoccupation principale de l'émission Témoins de l'Histoire. Quand nous avons un témoin comme vous sous la main, nous voulons vraiment que des faits soient racontés tels qu'ils ont été vécus, tels qu'ils ont été perçus, tels qu'ils ont été analysés. Mais rapidement, le 8e congrès, par exemple, a pris une décision personnelle concernant le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée en l'élevant au rang de responsable suprême de la révolution. Est-ce que vous pouvez rapidement... Voilà. Bien. Avant le 8e congrès, c'est-à-dire que la période qui a précédé immédiatement, il y avait une tension au niveau de la direction nationale du parti. Il y avait des velléités des gens tels que Ismaël Touré qui étaient pratiquement, c'était même injurieux à la limite. C'est un problème qui nous a préoccupés. D'autant plus que, étant le demi-frère du président Ahmed Sékou Touré, les gens s'étonnaient. On voit que Ismaël prend des libertés, il n'est pas sanctionné à la mesure de ses fautes et il continue à gérer les affaires publiques. À l'approche donc de ce congrès, et quelques temps seulement avant, le camarade Béhanzin et moi-même, nous nous sommes penchés sur la question, on a cherché vainement une solution pratique à ce problème, à ce conflit interne. C'est qu'il a pris son frère, qui était un véritable néocolonialiste, qui était vraiment un contre-révolutionnaire, c'est-à-dire Ismaël Touré, et pour mettre à la tête du camp Boiro pour ramasser les gens. Et Ismaël Touré ramassait tous ceux qui étaient des sécoutouristes, comme j'enseignais aux étudiants, n'est-ce pas? Jusque dans le régime de Sékou Touré. Sékou Touré lui-même était en passe de faire arrêter Ismaël Touré, qui était du camp des capitalistes, des impérialistes américains, n'est-ce pas, en Guinée, étant donné qu'il était le ministre d'État chargé de l'économie nationale. Donc, lui, il voulait que Sékou Touré disparaisse et les Américains lui avaient proposé de le mettre à la place de la succession de son frère. C'était comme c'est la politique traditionnelle des Américains. Je ne suis qu'une épouse d'un commerçant qui a comme grand frère Touré Mamadou Di Petit Touré, qui était directeur général du commerce, qui a voulu organiser les commerçants, ça n'a pas marché. Il avait regroupé les commerçants, effectivement, mais pour créer le bureau pour gérer les commerçants, il s'est accroché un peu avec Sékou. Avec Sékou Touré. Oui, parce qu'il a demandé à Sékou qu'il laisse les commerçants choisir leur chef. Il dit qu'il va nommer. Il dit d'accord, de toutes les façons. Moi, j'ai duré au ministère du Commerce, je vais créer d'ailleurs une société. C'est comme ça qu'il a créé la SICAF, avec ses deux frères, Touré Keleti et Touré Moussa et son griot. Sékou leur a demandé de payer chacun 50 millions. Ils ont versé comme capital de leur société. Donc il s'est installé en commerçant. Et comme au ministère du Commerce, il avait des relations avec les pays qui étaient en collaboration avec la Guinée, tels que la Chine, l'Allemagne, l'Inde, tout ça. Donc son commerce a vite fleuri parce qu'il faisait maintenant l'import-export des produits locaux, tels que les grains de palmis et le café. Donc il s'est installé là. Après, il dit qu'il va créer un parti. Puisque la Constitution permettait de créer un parti, c'est écrit en bonne et due forme, tout citoyen pouvait créer un parti. C'était dans la Constitution. Si je peux interrompre madame à ce niveau. Lamine Camara dit Kapi, ancien prisonnier du camp Boiro et de 2 autres prisons de Guinée, auteur de Sous les verrous de la Révolution. C'est qu'à l'époque, le président Sékou Touré lui-même avait dit que, conformément à la Constitution, tout Guinéen qui veut créer un parti politique peut le faire. Et que lui-même, il est prêt à donner les moyens, 100 millions ou plus, pour que ceux qui veulent créer un parti politique puissent le faire, et un parti d'opposition. La seule condition qu'il avait posée à l'époque, et publiquement encore à la radio, c'était qu'il n'y ait pas de subside venant de l'extérieur. Donc je crois que M. Touré a pris à la lettre cette déclaration publique. Et a créé son parti. Le 14 octobre, il est allé déposer les statuts, il les a distribués
personnellement, il est allé déposer les statuts au président Ahmed Sékou Touré. Alors, quand il est sorti, le président a appelé Fodéba, parce que c'était en 65, pour lui dire « Ah, Fodé, Petit Touré a déposé les statuts de son parti, il veut créer un parti. » Des 8 présidents, et ce n'est pas vous seul qui avez reçu les statuts, toutes les institutions internationales sont en possession de ces statuts. Il dit « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Il dit « Attendons de voir. » Donc quand il a dit ça, il a appelé maintenant le président de l'Assemblée nationale, camarade Damanta. Il a dit la même chose. Celui-là lui a demandé « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Il voulait qu'on l'arrête. Et camarade Damanta, au carrefour de Moussoudou, est allé l'interpeller. Il était sur le chemin de rentrer à la maison. C'est comme ça, et lui, et son chauffeur, et son griot se sont retrouvés au Kambouaro. Et le même jour, on a arrêté. Mon mari, lui, il est rentré, il dit, mais je ne vois pas Petit Touré. Il a attendu. Sa maman dit, il faut voir qu'est-ce qu'il est devenu. Il est parti, je l'ai accompagné jusqu'à la voiture. Jusqu'à présent, je ne l'ai plus revu. J'étais ambassadeur américain en Guinée de 61 à 63 sous le président Kennedy. À ce moment-là, le pays avait été abandonné par la France et la présence des pays communistes était pervasive partout. Et nous avons, à ce moment-là, on a examiné la situation, voir ce qu'on pourrait faire afin d'aider Sékou Touré à devenir comme il voulait. Il me disait qu'il voulait être non aligné. La situation était un peu changée, mais à ce moment-là, c'était la guerre froide, alors on voyait un cancer communiste là-bas. La Guinée était un pays où se trouvait le quart des ressources mondiales de bauxite. Alors il y avait bien sûr un certain intérêt à ce que ces ressources ne tombent pas dans les mains des soi-disant adversaires. Oui, parce que beaucoup de gens comme ça, c'était là pour s'aborder nos efforts dans certains ministères. Alors on ne pouvait pas vraiment avoir l'aide américaine plus ou moins maniée par ces techniciens soviétiques. Oui, il avait beaucoup d'admiration pour Kennedy. Je ne sais pas pourquoi, malgré l'aventure cubaine et tout ça. Les Français l'avaient abandonné, les autres pays ne pouvaient rien faire, et ils voulaient que sa révolution continue. Le danger là toujours était que les idéologues prennent le pouvoir, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas vraiment pratiques. Et nous voulions encourager ceux qui n'étaient pas tellement politiciens, mais qui pensaient au bien-être du peuple. Le peuple était en misère. Et toujours, je crois. Alors, mais un soir, l'ambassadeur de Cuba à Conakry à l'époque, le camarade Oscar Oramos da Oliva, nous a trouvés chez Berzin. Berzin et moi, nous étions en train de parler de ça. Nous n'avons pas arrêté la discussion parce que c'est un camarade auquel nous avons entièrement confiance. Et jusqu'à l'heure où je suis, je lui fais totalement confiance. Donc il était là, nous avons continué notre discussion, Berzin et moi, et c'est lui qui intervient, il dit, mais Cuba a connu une situation pareille, que le Parti communiste de Cuba a été confronté à des velléités de ce genre au sein du bureau politique. Le comité central du Parti communiste de Cuba s'est saisi du dossier et l'ont examiné, analysé, et le comité central a décidé que pour mettre fin à une situation de ce genre, que c'est parce que certainement les textes n'ont pas été suffisamment explicites, sinon ça ne pouvait pas arriver. Il faut donc mettre en place des textes légaux qui encadrent le fonctionnement du parti. Le comité central a donc décidé que le prochain congrès devait d'abord élire le secrétaire général du Parti communiste de Cuba. Et c'est sur la proposition du secrétaire général du Parti communiste que les autres membres du bureau politique seront élus.
Ce qui mettait fin à ce prétexte qu'ils sont tous élus par le même congrès, ils ont fait ci et cela. J'ai dit attention, voilà comment nous avons vu le problème, voilà ce que nous avons proposé. Le président a lu le document, il n'était pas... Voilà, il trouvait peut-être que les termes peut-être ne lui convenaient pas tout à fait. Mais devant l'urgence, il a accepté. Si le congrès va dans ce sens, ben, il n'est pas opposé. Donc, le document a été fait, soumis en congrès et adopté. C'est ainsi que le secrétaire général du PDG a été proclamé responsable suprême de la révolution. Et c'est sur sa proposition qu'au 8e congrès, les candidats à la fonction de membre du bureau politique ont été présentés. Donc, il y avait déjà une hiérarchie qui est établie. Ceux qui avaient des prétentions et qui profitaient de la confusion ou de l'interprétation que chacun pouvait donner des textes en étaient pour leurs frais.